Ouais. Vincent Cavaroc, bonjour. Bonjour. Alors on s'approche de la sortie là, donc on va pas trop parler de ce confinement, mais quand même, est-ce que ça a bougé les choses ce confinement? Est-ce que quelque part tu en sors un peu différent? Ouais, bah pour notre part, la question du confinement n'est pas complètement terminée parce que pour les acteurs de la culture Oui, que nous sommes, bah, le 11 mai, c'est pas le retour à la normale, hein, ouais. c'est juste un tout début. Le 2 juin, on en sort un peu plus. Bah, évidemment, je pense qu'on en sort tous changés, avec des matins où on se réveille en se disant bon, saisissons cette balle au vol, quoi, et reposons plein de questions importantes par rapport même à nos métiers. Je pense que nous, en tout cas, acteurs de la culture, ça remet en question même les fondements même de ce qu'on fait depuis des années, parce que moi, mon métier, c'est de rassembler des gens dans des lieux et pour qu'ils partagent une émotion ensemble. Donc là, c'est difficile avec ces notions de distanciation, d'envisager, en fait, d'arriver à y voir clair pour la suite. Après, je pense que ça remet en question pas mal de choses. Ça a un mérite, c'est de nous structurer aussi. Je pense que cette brique tiers-lieu qu'on incarne, on se rassemble un petit peu au niveau national autour de certaines valeurs et où on se dit, tiens, c'est peut-être pas insensé quand même depuis quelques années, pour notre part, de mettre en avant des valeurs de solidarité, d'écologie, d'entraide, de mieux manger et de l'associer tout ça au champ de la culture plus classique. On voit qu'aujourd'hui, c'est peut-être ces notions-là qui aideront aussi à se relever Alors, collectivement. d'accord. Vous aviez raison sur certains points, mais on va y venir juste Mm. dans deux petites secondes. Vous avez fait tropisme en ligne de manière énergique. Ouais. Beaucoup de résidents ont fait des propositions à peu près sur tous les supports numériques. Est-ce que ce sont des supports et des expériences que vous pouvez pérenniser de ce Mm. rapport-là, du yoga, du soin, des ateliers de cuisine? Est-ce que c'est possible de pérenniser cette expérimentation de nouveaux outils dans le cadre de tropisme? Ouais, je pense que c'est possible. En tout cas, nous, ça a été notre réponse dès la première semaine de confinement. On s'est dit, bon, deux choix, soit on reste les bras croisés, un peu tétanisés, soit on se dit que la dynamique et tout cet élan qu'on a créé depuis 1 an et demi avec la communauté qu'on a fondée, et c'est aussi une communauté qu'on a en ligne parce on a quand même des outils numériques assez bien rodés, bah, ça serait quand même dommage de perdre le contact. Donc, on a réagi très vite. Aujourd'hui, Tropisme est en ligne. C'est une grosse quinzaine de propositions par semaine. Donc, c'est pas mal avec beaucoup de choses en live. Euh, Parmi celles-ci, ouais, on réfléchit vraiment à des moyens de pérenniser certains formats. Je pense que ça sera peut-être pas tant le côté bien-être, parce que lui, je trouve que il a un intérêt aussi à ce qu'on se retrouve collectivement. Il passera assez bien facilement la complexité des impératifs sanitaires, c'est-à-dire on peut être éloigné, on peut être ensemble, mais sans l'être. Par contre, moi, il y a des formats de rencontres notamment ça fait des années que je trouve aberrant le fait qu'on organise tous des festivals avec plus ou moins une préoccupation écologique et que derrière on fasse venir 60 personnes en avion pour venir parler 25 minutes de quelque chose en mode autopromo et hop ils repartent dans leur avion et entre-temps on a imprimé 200 000 flyers qu'on a jetés. Là par exemple le fait de pouvoir faire ce qu'on a fait quelquefois, intervenir des gens qui sont aux quatre coins de la France ou de l'Europe ou du monde avec une connexion assez fluide, on s'aperçoit que la rencontre, elle existe, l'interaction, elle existe, elle n'est pas complètement, je dirais, artificielle. Par exemple, c'est l'exercice qu'on est en train de faire ensemble, Valérie, là maintenant. Ouais, ouais. Et je me dis, bon, ça, ces formats-là, c'est pas mal. Et notamment, on a proposé des formats un peu de niche, notamment un rendez-vous autour d'une revue un peu expérimentale ou la publication d'un livre un peu confidentiel. On s'est aperçu qu'il y avait 50, 60 personnes qui le suivaient en direct, interagissaient énormément et créaient 1200, 1500 vues dans les 3 jours qui suivaient, des audiences qu'on n'aurait jamais pu faire en présentiel D'accord. parce que on n'aurait pas eu la prise comme ça de communication qui le D'accord. permettrait. Alors, le modèle économique, quand même, Vincent, de tropisme, il repose aussi sur le loyer et la présence de résidents. Est-ce que, pour vous, c'est concrètement, sur le plan économique, de l'endettement et un modèle économique impacté durablement?
Nous, notre modèle économique, il a impacté très durablement, c'est sûr. Pour dire en quelques mots, le bâtiment appartient à la Société d'aménagement de la ville et de la métropole, Ouais. qui a réagi très vite. Je pense que la métropole de Montpellier et la CERM, en l'occurrence, ont réagi vite en nous permettant une exonération du premier trimestre de la redevance qu'on paye chaque mois. Donc ça, et qu'on a pu nous rebasculer sur les résidents de la halle, parce que pour rappeler, il y a quand même 220 personnes qui travaillent tous les jours dans la halle, qui viennent des métiers des industries créatives et culturelles, et pour qui c'est compliqué parce qu'ils ont perdu des commanditaires, ils ont perdu des marchés. Donc on a essayé de répercuter ça. Et là où on va être impacté très durablement, c'est que notre part, nous, de financement public, elle est très, très maigre. C'est-à-dire que sur l'ensemble de la coopérative Illusion et Macadam, qui gère le projet Tropisme, aujourd'hui, on est 48 salariés. On est sur tous les métiers de l'accompagnement de la culture, très, très divers. Et on a 95, 17%, 97% d'autofinancement. C'est-à-dire que c'est en vendant le bar, les billets, les loyers, les marchés qu'on remporte, et ainsi de suite. C'est-à-dire que la part publique, qui elle pourrait être conservée voilà, par des acteurs, les collectivités qui peuvent nous dire on vous aide, on continue malgré tout à vous verser cet argent, pour nous, ça représente quand même une part très, très, très minimale. Là, les peur, c'est que forcément, notamment sur la halle, les loyers de ces 220 personnes, mais pour nous, c'est une source de revenus importante qui nous permet de stabiliser notre modèle et surtout de rembourser petit à petit les énormes emprunts qu'on a fait pour aménager ce lieu. Et là, c'est vrai on commence à avoir quelques résidents qui ont donné leur préavis parce que forcément, ils sont impactés. Donc, il y a un côté systémique qui est lié à cette crise. Une crise, c'est systémique dans le sens où, par exemple, une entreprise, elle est au ralenti, c'est tout l'écosystème autour de cette entreprise qui ne travaille pas, et par ricochet, on touche tout un secteur, et voire plusieurs secteurs. Donc là, aujourd'hui, on avait la chance, nous, d'avoir quand même rempli à 100% la halle, ce qui était au-delà de l'objectif qu'on avait. On est en train de mettre en place un système, un fonds de solidarité au sein de la halle pour aider les plus fragiles. Et ça, on va essayer d'aller voir nos partenaires un peu historiques, qu'ils soient privés ou publics, comme la ville de Montpellier, la métropole ou la région, pour essayer justement de donner le petit coup de pouce qui fait qu'une structure, à 2 mois après, elle aurait pu s'en sortir, mais là, clac, elle est le couteau sous la gorge. Et donc, on a envie de l'aider. Donc, il y a un manque à gagner sur lequel vous allez faire un appel et une demande de soutien, notamment au pouvoir public. Ouais, nous, il y a deux choses. C'est-à-dire, on avait entamé, juste avant toute cette histoire-là, on avait entamé une levée de fonds assez importante où on allait s'endetter à nouveau, mais pour pouvoir avoir, disons, pour parler technique, une trésorerie, un fonds de roulement un peu plus important et surtout investir sur du développement. C'est-à-dire, on avait commencé à embaucher plus de personnes pour développer plus certaines activités et c'était une prise de risque et donc on allait chercher, s'endetter un petit peu plus parce qu'on savait qu'on trouverait un point d'équilibre. Là, du coup, ça a accéléré un peu ce processus-là. Okay. Après, ce qui fait peur, c'est que là où on était en train d'essayer de financer du développement, là, on va surtout financer de la perte. De la crise, d'accord. Et de la crise. Et quelquefois, notamment les crédits que propose l'État, qui sont évidemment bienvenus, malgré tout, c'est quelquefois pour des acteurs comme nous, reculer pour moins bien sauter, dans le sens où repousser le problème dans 3 ans, dans 5 ans, dans 7 ans, malgré tout, le problème, on ne l'a pas effacé, quoi. Alors, le 11 mai, est-ce que Tropisme réouvre? A priori, non. Tropisme ne réouvre pas en tant que lieu de culture et lieu public. On va réouvrir le café le 11 mai, par contre, mais à emporter pour le midi. Donc, le midi, voilà, on fait une offre à emporter, comme d'autres restaurants l'ont fait. C'est un moyen pour nous de donner un signal au voisinage, aux gens qui aiment bien Tropisme, mais aussi aux résidents, parce que le 11 mai, on pense que même si certains vont garder leur activité en télétravail, pas mal de résidents vont revenir à la halle. Et nous, c'est un moyen de dire, allez, on remet le pied à l'étrier. Le café vous permettra de manger à midi. Vous pouvez venir travailler dans le bureau et on recrée un peu une dynamique. Après, pour le reste, on va voir, il y a certains petits formats. Là, on apprend que les regroupements de 10 personnes, même sur des activités sportives ou bien-être, peuvent être autorisés sur du plein air. Peut-être qu'on utilisera la chance qu'on a d'avoir un lieu très grand et avec beaucoup de plein air pour imaginer des formats qui rentrent dans les codes sanitaires qui sont proposés. Ça, on va voir. C'est à l'étude.
Mais après, on attend les déclarations du 2 juin, enfin en tout cas ce qui va arriver après le 2 juin pour savoir quand on pourra reprendre une activité culturelle plus classique. Moi, je pense que notre chance, c'est quand même d'avoir d'une part, on n'est pas Un espace mono-activité. vaste, On est ouais. très vaste et on Ouais. n'est pas mono-activité. C'est-à-dire qu'on n'est pas juste une salle de concert qui fait que du concert et qui, tant que les règles sanitaires liées au fait de mettre 900 personnes dans un même espace clos ne sont pas réunies, ne peut pas continuer son activité. Nous, on a quand même la chance de se dire, bon, OK, on pourra quand même faire des ateliers, des cours, des petits formats, éclater ça peut-être dans le lieu. Mais bon, on est sur les starting blocks en train d'échafauder plein de plans, mais chaque fois qu'il y a une déclaration, tout ce qu'on avait imaginé Ça la change. veille change. Mais par exemple, les résidents, s'ils reviennent le 11 mai, feront l'objet de mesures sanitaires spécifiques avec des masques, des gants, des couloirs de circulation. Est-ce que vous allez faire ça? Ouais, on est en train de mettre en place un mode d'emploi qu'on est en train de valider ce week-end, qu'on va envoyer à tous les résidents avec tout un ensemble de règles. Là, on a commandé plus de 100 litres de gel hydroalcoolique. On va avoir des règles. On va essayer il y a par exemple l'open space, qui est un espace où ils sont 30 à travailler dans un grand espace. On va l'éclater dans plusieurs bureaux pour dédensifier tout ça. Ouais, on est en train de mettre en place ça très concrètement. Alors, le modèle de tropisme culturel, c'était une hyper-convivialité, quelque chose de complètement transgénérationnel, transdisciplinaire. C'est d'ailleurs ce qui a été puissamment plébiscité. Enfin, il faut le dire, c'est un vrai succès au bout d'un an, un tropisme. Comment c'est possible de reprendre avec un tel modèle, et surtout, est-ce que c'est possible? J'imagine qu'il y a vraiment un avant et un après tropisme. Est-ce qu'on reverra en fait tropisme comme on l'a connu? Je l'espère. Hein. Après, c'est sûr que les inconnus qu'on a, c'est pas tant. Bon, évidemment, la durée, les mesures qui vont être adoptées de distanciation, ça, c'est un inconnu. Mais à un moment donné, ça va s'éclaircir. Ce qui est très difficile à anticiper aujourd'hui, c'est nous-mêmes face à nos réactions. Enfin, je sais pas vous, mais quelquefois, j'ai vu en tout début de déconfinement, en 3 jours, l'opinion publique et ma propre opinion basculer et faire un jeu de montagne russe et de yo-yo où on se dit c'est possible, c'est pas possible, c'est possible. Ouais. Qu'est-ce qui va se passer par rapport au goût, au désir de se retrouver physiquement dans des lieux, de partager des choses? Combien de temps une forme de traumatisme va exister ou pas? Moi, encore une fois, je pense qu'on a la chance d'avoir un lieu très grand et très familial, donc peut-être qu'on arrivera quand même à en jouer pour redonner des convivialités, mais à plus petite dose. Après, c'est sûr que nous, notre modèle économique, il est quand même très conditionné au fait qu'il y ait une fréquentation assez soutenue du lieu. Donc ça, on ne sait pas comment ça va se passer. Mais voilà, c'est ça. Moi, je pense qu'on aura nécessairement besoin de lieux un peu comme Tropisme, enfin en tout cas comme d'autres lieux en France qui s'inscrivent dans cet élan des tiers-lieux, parce qu'on sait manier à la fois une dose culturelle, une dose familiale, une dose de bien-être, et tout ça avec de la solidarité qu'on insère dedans. Et je vois aujourd'hui sur tous les tiers-lieux en France pullulent les initiatives de fabrication de masques, d'essayer de mettre sa petite pierre à l'édifice du bien commun. Là où on peut se poser des questions, c'est quand on pourra reprendre des grandes messes culturelles, comme par exemple nos électropismes, où là, on est 800 à danser en après-midi, le dimanche. Et d'après moi, il y a quand même… ça va mettre un certain temps. Combien de temps? Plusieurs mois? C'est envisageable à la rentrée, tu penses, ou raisonnablement, ou il faudra attendre encore? Mais il y a 2 curseurs, c'est-à-dire qu'on va attendre d'avoir le droit légalement de le faire. Alors, ils disent que les festivals de plus de 5000 personnes, c'est pas avant septembre, ça sera peut-être plus tard, mais en creux de cette annonce, on peut entendre que donc, peut-être qu'en septembre, on pourra imaginer des rassemblements avec 800 ou 900 personnes qui correspondent plutôt à nos jauges, et ça sera possible. Moi, à ce moment-là, sauf que ça sera possible, mais à quelles conditions? C'est-à-dire que nous, on n'a pas les moyens, par exemple, d'un gros lieu public qui pourrait mettre 4 vigiles à l'entrée pour comparer la température des gens, donner du gel hydroalcoolique, des masques à tout le monde. En fait, ça pourrait même pas exister réellement dans notre économie. Donc,
on va attendre à quelles conditions on a le droit de se rassembler. Ça, c'est quand même important. Est-ce que ça va pas toucher, tu l'as évoqué rapidement, carrément le sens de notre fête? Est-ce que c'est pas ça, au fond, qui est en jeu? Est-ce qu'on on aura même envie de faire la fête comme avant? Ouais. Eh ben en tout cas, c'est c'est le grand questionnement qui, moi, fait que tous les matins, je me réveille un jour en me disant, mais si, en fait, c'est essentiel et c'est peut-être, évidemment, on n'est peut-être pas dans le premier rideau le premier rang de ces métiers qui sont révélés en ce moment, comme les soignants et comme les gens qui sont tous les jours au charbon, les supermarchés, Ouais. l'alimentaire et tout. Ça, on n'est pas dans le premier cercle, mais je me dis quelquefois, mais en fait, notre cercle va rapidement être essentiel parce qu'il va recréer du sens, du commun et ainsi de suite. Et des D'accord. jours, évidemment, je me réveille en me disant, mais on est bien futile et tout ce qu'on fait reste bien futile, mais à la fois, euh, on a besoin de choses qui ne sont pas essentielles à la vie, sinon on serait tous des machines hein, et des robots. La On a fête, c'est besoin un bien d'émotions. commun, vraiment, Ouais. ouais. Donc, je pense que ça va mettre un petit temps. Après, moi, autour de moi, évidemment, alors souvent, on est tous dans des bulles sociologiques, c'est-à-dire autour de nous, on n'a que des gens qui nous ressemblent. Donc, Oui, oui, finalement, on a des communautés de pensée. J'ai du ouais. mal à savoir, tropisme, la chance qu'on a eue, c'est d'avoir un public beaucoup plus vaste que l'entre-soi. C'est-à-dire, on n'était pas C'est que ça. nous-mêmes. Ouais, ouais. Ouais. Et j'ai du mal à savoir aujourd'hui l'opinion de personnes de 70 ans du quartier ou des familles de figuerolles qui viennent avec leurs enfants. C'est difficile à savoir. Mm. Après, je sais que moi, dans ma bulle un petit peu sociale, les gens ont envie quand même que quelque chose se relance. On le sent. Ouais. Mais entre l'envie versus la tétanie, la peur, les angoisses qu'on pourra avoir tous individuellement et socialement, ben, on verra le temps qu'il faudra pour remettre le curseur. Après, ça donne envie de réfléchir un peu différemment. Nous, là où on passe justement notre curseur entre entraide et culture pure, entre création et désir d'éveiller le monde à travers du débat, à travers de l'écologie, à travers tout ça. Moi, je pense que ça va nous amener à changer la posologie de tous les ingrédients. Enfin, en tout cas, on va changer, peut-être pas les ingrédients, mais on va changer la recette, je pense. Alors, tu étais en soirée Utopia avec l'un des fondateurs des Grands Voisins, qui a vraiment un modèle qui vous a beaucoup inspiré. J'imagine qu'actuellement, les grands acteurs des tiers-lieux français, vous consultez, vous êtes en train de vous dire, là aussi, il y aura un avant et un après. Est-ce qu'il y aura des tiers-lieux post-pandémie? Alors, en tout cas, ouais, c'est probable que, en tout cas, les nouveaux tiers-lieux qui naîtront intégreront cette donne post-pandémie d'entrée de jeu, quoi, dans la façon d'être agencé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, on ne construirait pas un lieu culturel de la même façon avec les règles de distanciation qu'on imagine. Hein. Une salle de formation ne peut plus être la même, une salle de concert ne peut plus être tout à fait la même. Donc, ceux qui vont se créer par la suite, peut-être qu'ils intégreront ces données comme si, en anticipant le fait que ces crises sanitaires pourraient se reproduire. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, l'élan des tiers-lieux n'est pas un élan qui est encore très structuré, même au niveau syndical, politique, dans le sens où, évidemment, on n'a pas 20 ans de, de passé, on n'est pas aussi structuré qu'une scène nationale, un CDN ou un CCN. On a, voilà, on n'est pas représenté par les mêmes syndicats nécessairement. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a pris conscience à la fois collectivement d'une identité collective. Là, on est à travers France Tiers-Lieux ou à travers voilà, des initiatives qui commencent à naître pour nous recenser, pour faire corps, notamment à travers des labels même plus régionaux. Nous, on vient d'avoir le label Tiers-Lieux Occitanie, Ouais. décerné par la région, ce qui nous permet de nous mettre aussi dans une boucle, dans un réseau de lieux, ce qui est intéressant. Et ce réseau de lieux, qu'ils soient national ou régional, est mu par des valeurs communes. Enfin, il est porté par des valeurs communes. J'en parlais tout à l'heure. Hein. Comment concilier culture et entraide sociale, culture et écologie, culture et gastronomie, en tout cas éclater une vision verticale de la culture. Et ça a le mérite, cette crise, de nous rassembler, de nous faire nous parler et essayer de comprendre à quels endroits on fait sens et on fait commun, et de nous dire, bon, se rassembler, c'est aussi d'avoir un discours qu'on adresse aux politiques pour pas être les derniers
d'une roue, en tout cas les derniers du jeu de soutien que va poser les collectivités. Aujourd'hui, tous les lieux comme les nôtres qui sont très 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 peu financés par du public, même s'ils sont soutenus activement par du public, nous on ne peut pas exister sans la métropole. Par exemple, on est dans leur mur, on a été sous l'impulsion de la municipalité actuelle, on a été quand même plébiscité. Mais malgré tout, on reste un colosse au pied d'argile, on reste très fragile. Et ce cas, c'est que les lieux qui, eux, sont sur des modèles de 80-90% de subventions, 10-20% de recettes. Finalement, au moins cette première année, ils vont pouvoir s'en sortir, je pense, j'espère, la tête haute, parce que entre le chômage partiel, plus le fait que les programmations ne sont pas engagées, donc les frais de production ne sont pas engagés, mais que les subventions vont perdurer, ils devraient à peu près s'en sortir. Nous, c'est beaucoup plus complexe, c'est sûr. Après, je dis que dans ce jeu, peut-être certains acteurs vont être privilégiés par rapport à nous, mais je parle bien de cette première année parce qu'on ne sait pas du tout comment ça aura impacté le budget de la culture au niveau ministère, au niveau municipal ou au niveau régional l'an prochain ou dans 2 ans par rapport à tout l'effort de guerre qui est fourni en ce moment. C'est ça. Les mots de Macron. Encore une incertitude, donc, ça nous a quand même... Ouais. Donc peut-être que dans 1 an ou 2, la culture elle fera grise mine parce qu'il aura fallu qu'il y ait un effort transversal de tous les ministères et là les structures les plus subventionnées peuvent avoir un peu chaud. Nous, dans un sens, on a chaud un peu tout le temps, quoi. On a chaud maintenant parce que on perd nos moyens de subsistance du présent, quoi, et on est très lié à l'activité dans le présent et dans le présentiel. Mais peut-être qu'on aura un petit coup d'avance si demain la donne économique, culturelle se transforme vraiment. Alors, je me souviens, on a très peu parlé de culture pendant les municipales. On en parle énormément actuellement, pour signaler un désastre, mais on a l'impression aussi que la culture va être un enjeu là dans le redressement général. Est-ce que tu es d'accord? Je suis content de l'entendre de ta voix, en tout cas d'une voix avisée et qui scanne un petit peu tous les discours. Moi, encore une fois, j'ai du mal à distinguer. Est-ce que moi je l'entends parce que je suis pieds et mains liés, alors je suis dedans et c'est vrai qu'il y a eu les premières semaines où la culture a été même très absente du débat au niveau pas du municipal mais du Covid, et où là aujourd'hui évidemment ça revient parce qu'on s'aperçoit que notre milieu, et qui est très très de mèche avec le milieu des cafetiers, des restaurants. C'est-à-dire que nous, par exemple, notre activité ne peut pas exister sans la brique café, restaurant. Et là, on s'aperçoit qu'on est vraiment les derniers qui pourront sortir, qui pourront repartir à la normale. Ouais. Donc nécessairement, je pense qu'il y a un effet où ils ont traité urgence par urgence. Et là, on arrive à quelque chose où il reste une grosse patate chaude qui est tout ce milieu-là, de la restauration, du bar, de la nuit, de la culture, des lieux de spectacle, des festivals. Et mine de rien, on se souvient tous de l'annulation d'Avignon en 2003. Ouais. Ouais. Avec, on prenait enfin conscience que quand on annule un festival, du manque. C'est tout un tissu économique qui est impacté. Bon, là, forcément, on a bien conscience qu'au-delà des quelques centaines de milliers d'acteurs qu'on représente, c'est des millions et des millions de personnes qui peuvent être impactées économiquement, socialement, culturellement. Donc forcément, je pense que la culture va être pris un peu à bras-le-corps pour sortir de la crise. Moi, ce qui me fait toujours peur, c'est que quand on sait que 80%, là je dis des pourcentages pas vérifiés, hein, et quand on sait que la plus grande, plus de 3/4 des moyens publics de toutes les collectivités et tous les degrés territoriaux sont concentrés sur quelques structures. Ce qui fait peur, c'est que ce soit ces mêmes quelques structures qui puissent bénéficier. C'est nécessaire qu'elle l'ait, hein, je ne dis pas ça, mais moi je milite pour qu'aujourd'hui il y ait quand même un éclairage et une meilleure redistribution de la richesse dans la culture. C'est-à-dire qu'on sait très bien que c'est très difficile pour une association d'arriver à obtenir 5 000 €, là où l'opéra s'enrhume et c'est des centaines de milliers d'euros qui partent. Donc
il y a quand même quelque chose qui, j'espère, Donc un rééquilibrage général en faveur des plus petits acteurs. En tout cas, voilà, en faveur, un rééquilibrage. Un rééquilibrage. On ne demande pas à avoir 80% d'argent public dans nos modèles, hein, mais on demande simplement d'être un peu conforté et de ne pas se sentir aussi fragile. D'accord. Bon, alors le 11 mai, donc, pour résumer, on va pouvoir aller acheter des plats à emporter cuisinés par Benji. Pour l'instant, on devra se contenter de ça. Là, on pourra venir manger à midi. On pourra peut-être aller quand même consulter nos praticiens du pôle bien-être qui sont ouverts. On pourra venir faire le marché du jeudi, mais probablement en drive avec nos producteurs locaux. D'accord. On va relancer le marché, mais voilà, en format à emporter. Donc, faire nos commandes à des super producteurs locaux, venir. Voilà, ça sera une première étape. Nous, pendant ce temps-là, on profite de ce temps pour continuer à aménager des petites choses. Donc là, on s'est remis à bricoler depuis 2 semaines à quelques-uns dans la halle, à fleurir le bâtiment, à créer un peu plus de mobilier et en espérant une reprise où on pourra ouvrir avec plein de nouvelles surprises pour les gens. Ok, Vincent, bon courage et à très vite, hein, on espère. Ouais, à très vite. Merci. À bientôt. Merci Valérie. Au revoir. La 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 la.